Suite à la demande de permis du projet Dockside, de nombreux habitants et habitantes et associations se sont mobilisés pour dénoncer ce projet démesuré qui ne correspond en rien aux besoins de logement, équipement et espaces verts du quartier. Aujourd'hui, nous constatons que Pascal Smets balaye d'un revers de main la démocratie urbaine en passant outre des avis négatifs des habitantes et habitants, des associations locales et de la commune de Molenbeek en autorisant la construction de ces tours de 50 mètres de hauteur à la place Saint-Clet. Nous, habitants et habitantes et associations locales, tenons à alerter les Bruxellois sur la course de profit qui s'organise dans de nombreux quartiers de notre région. La gentrification, moi je l'observe depuis des années, depuis ma jeunesse. D'autant plus qu'il y a le projet d'une tour ici juste à côté de nous, derrière la SBL, là, au coin de la rue à la place Saint-Clet. Une fameuse tour de 15 étages, ça va être monstrueux, c'est une horreur, quoi. Et ça c'est déjà le truc qui va nous oppresser, donc bien sûr que ça nous concerne, ça nous parle immédiatement. Déjà il faut voir du côté du quartier maritime, là où il y a la banque, Credit Bank, la communauté française, etc. C'était tous des habitants, des gens, il y avait des maisons de maîtres, très jolies d'ailleurs, qui avaient du style. Ils ont tout bougé pour ces grosses institutions. Juste après ça, il y a eu le long du canal, des anciennes fabriques, sociétés, qu'on a transformées en loft. Et en les transformant, évidemment, on visait une certaine catégorie de gens. En tout cas, le quartier se transforme, c'est peut-être inéluctable, mais est-ce qu'on peut accepter qu'il se transforme de la sorte, au détriment d'une catégorie sociale? En plus, il y a cet élément concret dont je parlais au début, de ce bâtiment qui va être construit là. Ils vont avoir une visibilité directement sur la cour des jeunes, quoi, tu vois. Là, par contre, ça leur parle directement, tu vois. Alors moi, j'en ai profité pour embrayer le truc. On a créé des événements sur l'espace même où ils vont construire. On essaie de réagir, même si ça paraît utopique, mais on ne se laisse pas faire. Si vous regardez un peu autour de vous, c'est votre quartier, vous le connaissez, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années. On a ici un nouveau musée, là-bas un hôtel, encore un hôtel. Il y a plein d'éléments nouveaux qui sont en train de sortir de terre. Et ça, c'est vraiment une volonté des pouvoirs publics de transformer le quartier, de transformer l'image qu'il y a le long du canal. Et donc, c'est pas juste essayer de vendre à des nouveaux habitants quelque chose, c'est aussi mettre beaucoup d'argent sur la table pour progressivement changer ce canal. Et il y a des endroits comme celui-ci où on voit effectivement plein de choses qui sont en train de changer. Et puis ici à Bruxelles, Molenbeek, ça n'a pas toujours une bonne réputation, donc on hésite un peu. Et quand les pouvoirs publics investissent beaucoup d'argent, tout d'un coup ça rassure ces promoteurs, ça rassure ces investisseurs. Et c'est comme ça qu'on a ces nouveaux habitants qui arrivent. Si tu prends l'exemple de Molenbeek et que toi tu deviens bourgmestre ou échevine, tu arrives dans cette situation où tu as plein de défis incroyables à gérer au niveau urbain parce que tu es dans un vieux quartier populaire ici et tu fais face à une qualité du bâti qui se détériore au fur et à mesure des années et pas assez d'argent pour pouvoir rénover tout ça. Et donc toi, en tant que politique, ton ambition pour essayer d'améliorer les conditions dans ce quartier-là, c'est de trouver de l'argent pour permettre la rénovation. Et comment est-ce que tu vas trouver de l'argent pour trouver la rénovation? C'est soit tu appelles la région bruxelloise qui va te donner tout plein de millions d'argent public dans les contrats de quartier, par exemple, ou alors tu essayes d'augmenter ton assiette fiscale, c'est-à-dire que tu vas essayer d'avoir plus d'habitants qui peuvent payer des impôts, parce que les impôts vont directement dans les caisses de la commune. Si tu mêles un peu la question de la politique avec les intérêts des promoteurs immobiliers, par exemple, c'est vraiment très intimement lié. Les promoteurs, ils ont intérêt à faire du bénéfice. C'est ça leur fond de commerce, c'est de faire de l'argent, vraiment de développer la ville pour avoir plein d'argent. Et donc les quartiers comme Molenbeek, c'est super intéressant pour eux parce que ça coûte pas cher pour l'instant. Et donc eux, ils peuvent venir construire des nouveaux bâtiments qui vont vendre à un tarif qui est vachement plus élevé que ce qui existe habituellement dans le quartier. Et en faisant ça, en fait, ils vont remplacer la population qui habite ici et qui ne peut pas se permettre de payer des loyers qui soient aussi chers. Mais donc voilà, juste je voulais réagir par rapport à ce que Lola vient de dire. C'est cette idée que ça marche vraiment comme une sorte de vague. Et donc on peut avoir des quartiers où
Bon, il n'y a pas encore trop de problèmes de logement, on arrive plus ou moins à se débrouiller, on a l'impression qu'on est un peu protégé. Et puis progressivement, les choses commencent un peu à changer. Et on a un exemple très parlant de cette dynamique, juste ici. Alors, est-ce que vous connaissez cette rue-là? Ça vous dit quelque chose? Rue Antoine Dansart, c'est connu pourquoi la rue Antoine Dansart? Le magasin de... Quel type de magasin? De luxe, de... Créateur, mode, voilà, exactement. Et donc c'est un quartier qui, à partir du centre-ville, de vraiment le centre plutôt du côté de la Bourse, a commencé à voir apparaître des nouveaux magasins, des magasins un peu branchés qui eux aussi à l'époque n'étaient pas du tout à leur place dans ce quartier-là. Et puis progressivement tout le quartier s'est orienté autour de ce quartier de la mode. C'est devenu une nouvelle image, c'est devenu assez branché. Et aujourd'hui on a toute la rue qui progressivement s'est transformée jusqu'à arriver ici le long du canal. L'image est quelque chose de super important dans la gentrification, parce que Bruxelles, en fait, est en compétition avec les autres grandes villes européennes. Donc pour attirer toujours, c'est toujours cette notion d'attirer l'argent, en fait. Donc pour que Bruxelles reste compétitive et continue d'attirer des nouvelles personnes riches, il faut qu'elle donne une belle image d'elle. C'est pour ça que tu vois de plus en plus des tours se développer un peu partout, au centre-ville, dans le quartier européen, mais même ici à Molenbeek, porte de Ninove, il y a un projet de construire 3 tours de 50, 70 et 90 mètres de haut avec une tour de logement de standing, c'est-à-dire que les gens du quartier pourront absolument pas aller habiter dans ces logements-là. Et donc on voit aussi toute une dimension de la gentrification qui est la gentrification par la culture, où de plus en plus d'artistes viennent s'installer ici dans le quartier à Molenbeek pour pouvoir exercer leur art. Donc c'est des studios d'artistes en fait, qui récupèrent, mais qui sont invisibles de l'extérieur. Mais en implantant par exemple un studio d'artistes à un endroit, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire des expositions, des vernissages, des petites soirées pour montrer son art à ses amis et à ses clients. Et donc les gens vont venir visiter le quartier, vont se dire au final c'est pas si pire. Ah c'est pas mal, je me vois bien. Ah, en plus c'est chouette, c'est pas très cher. Donc pourquoi pas acheter une maison ici en fait? Parce que c'est un des endroits qui reste accessible pour moi. Et donc en faisant ça, tu laboures tout sur ton passage, quoi. C'est quelque chose de super violent. Et c'est un système. C'est ça qui est important aussi de noter. C'est que c'est pas le monsieur artiste ou la madame politique ou le monsieur promoteur qui fait ça lui. C'est pas quelque chose de direct. C'est vraiment tout un processus. Et c'est pour ça que c'est très très compliqué à stopper. Est-ce que vous saviez ce que c'était avant d'être transformé? Vous connaissez le bâtiment là? Voilà. C'était avant Citroën qui s'est installé ici. Dans les années 1930, l'idée c'était de faire à la fois une usine, mais aussi de faire un peu de la pub en même temps. Donc il y avait ce bâtiment qui était très beau, qui était assez emblématique. Et il a été vendu pour devenir ce projet de musée. Et donc l'idée ici, c'est de créer un musée d'art contemporain. Alors on peut se dire, pourquoi pas les musées finalement, c'est sympa. Mais il y a quand même derrière toute une série de choses qui sont assez embêtantes. La première, c'est qu'on a déjà des musées d'art moderne et d'art contemporain à Bruxelles. La deuxième chose, vous l'avez dit, c'est pas juste le canal, c'est le canal Pompidou. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un partenariat qui a été conclu avec le musée Pompidou en France. Et donc, c'est une sorte de partenariat qui permet aux collections du musée français de venir jusqu'ici. Et bien sûr, ça a un coût. Et donc, le coût pour l'achat, la rénovation de ce bâtiment, vous pensez, c'est à peu près combien? Des millions, c'est des millions, ça je peux dire, mais 1 million, 10 millions, 100 millions, non? Ici, c'est pas juste qu'on va devoir mettre 200 millions sur la table, ce qui est énorme, c'est la région bruxelloise, c'est le public, c'est notre argent, c'est nous qui avons acheté, voilà, tous ensemble. Et donc, on décide de mettre tous ensemble 11 millions chaque année pour faire tourner le musée. Et ça, c'est clairement directement affiché, et c'est ça qu'on voit aussi avec ce partenariat avec le Centre Pompidou, c'est qu'en fait, l'idée, c'est pas tellement de faire un musée pour les Bruxellois, il y a déjà des musées d'art contemporain. L'idée, c'est de faire un lieu d'attraction touristique internationale. Il faut vraiment avoir un esprit critique. Comment ils vont les projets? Parce que pour le canal Centre Pompidou, tu vois, au début, il y avait un discours qu'on va un peu collaborer avec les associations des quartiers pour se faire acheter, quoi, tu vois. Mais il faut vraiment rester critique. C'est quoi notre part? Il y a toujours ce truc-là qui est important. C'est quoi notre part et c'est quoi votre part? Voilà.
vous avez vu, le long du canal, ça monte, comme on dit. Le quartier, il monte, quoi. Les quartiers, ils montent. C'est intéressant ce terme parce que ça dit, bon, bah, les trucs qu'on peut voir, là, il y a beaucoup de projets de tours, hein, il faut aimer les tours. Vous aimez ça? Parce que bon, c'est quoi? Bah, il y a Upside qui est déjà construite, sur Tours et Taxi, on attend des tours, la KBC, ça va être remplacé par des tours, il y a aussi Sainte-Thelette en préparation, il y a tout Beastbrook. Ça change, quoi. Hein. Le truc, c'est que ça a des conséquences, tout ça. Ça a des conséquences sur les prix, en fait. Sur les prix des logements, sur les prix de la location et de l'achat. À Bruxelles, sur les 15 dernières années, les loyers, ils ont augmenté de plus que 30%. D'accord? Et il n'y a pas eu d'amélioration du bâtiment. Vous n'avez pas un jacuzzi chez vous qui est apparu. On est d'accord avec ça? La mixité sociale, comment ils le vendaient avant, les promoteurs immobiliers, quand vous alliez aux commissions, aux réunions de participation, quand ils parlaient des nouveaux projets, ils disaient mixité? Il parlait d'une mixité, il parlait d'une mixité. C'est ça, alors qu'il n'y en a pas. On ne voit pas ça, cette mixité. C'est ça. Je peux vous donner un exemple, la rue Van der Stickelen. Il y a des lofts là, il y a 3 ou 4 lofts que nous, on voit que les voitures qui rentrent et sortent. Il faut que la plateforme se mette en place. Il faut que cette mixité, parce que c'est juste ça, parce que cette mixité, c'est pas seulement belges et étrangers, on est bien conscients. Nous aussi, nous les étrangers, on reste un tout petit peu entre nous, en communauté. Alors, c'est un pouvoir politique, communal, régional et tout le reste qu'ils doivent, ils sont obligés de mettre sur place les espaces. Il y a ce discours aussi, qu'on va travailler avec le public, tu vois, le public fragilisé, avec les jeunes surtout, parce que c'est très en mode pour l'instant, le discours tu vois, on discute avec les jeunes. Mais il faut vraiment faire séparer le discours, ce qu'ils disent, le discours ça veut dire ce qu'ils disent, et ce qui est fait. De là, je demande pour avoir un rendez-vous, une concertation avec la commune. C'est le chemin en principe qui vient, et les promoteurs pour les bâtiments et tout ça. Bon, bien souvent, les 3 quarts du temps, on va là-bas, mais pour parler dans le vide. Parce que le dossier, il est déjà fait, il est déjà plié. Et oui, je parle de mon cas, parce que c'est... Allez, sur 10 cas qu'on va parler, il y en a un qui va retenir tout le reste. Ils disent oui, et en fin de compte, c'est déjà plié. C'est un thème qui est souvent amené sous le nom de mixité sociale, par exemple. On va dire, c'est quelque chose de super bien d'apporter un peu plus de flamand, un peu plus de français ici dans le quartier, parce que ça veut dire qu'on vit tous ensemble. Et ça, c'est chouette. C'est une notion politique qui est très, très positive, la mixité sociale. Moi, personnellement, je considère que c'est un peu plus compliqué que ça et que ça ne se joue pas naturellement. La mixité sociale, ça veut dire que tu vas apporter des nouvelles populations qui n'habitent pas dans le quartier depuis très longtemps, enfin qui viennent s'installer dans le quartier. Et ça se fait sur de rapports de force, parce que si les nouvelles personnes viennent s'installer, c'est que les anciennes, elles partent. Donc soit elles décident de partir, soit elles n'ont pas le choix que de partir. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Par rapport aux besoins, il y avait plusieurs besoins. D'espace vert car les logements sont trop petits et aussi une demande de la fixation, le gel des loyers. La vie dans les quartiers populaires change. Les gens qui marchent dans la rue, on les connaît plus tous. Les loyers augmentent bien sûr. On sent vraiment qu'il y a une volonté de marketing de ville. Donc les projets qui sont favorisés, c'est pour l'image de la ville, pas pour les gens de la ville. Les commerces, ils changent. C'est tous des petits constats qu'on voit. Le fait que le logement est devenu un produit financier. Nous venons souvent trop tard pour pouvoir influencer les projets. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut espérer face à tout ça? C'est une très grande question. Moi, personnellement, je pense que ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux diriger des revendications auprès du monde politique, il faut que tu puisses t'organiser. En fait, c'est du rapport de force à chaque fois. À chaque fois, c'est du rapport de force. Si tu veux discuter avec la bourgmestre, il faut être 500 devant la place communale et lui expliquer « Écoutez, madame, on n'arrive plus à se loger ici ». Si tu veux en discuter au promoteur immobilier, c'est encore un autre mode d'action que tu devras développer. Moi, personnellement, je pense que quelque chose qui serait très porteur, c'est l'encadrement des loyers.
C'est-à-dire que la région fixe un prix maximal par logement et que tu puisses pas, de manière tout à fait artificielle, faire augmenter les prix. Si tu arrives à cadrer le prix des loyers de cette manière-là, alors toutes les discussions qu'on a eues avant, elles sont peut-être un peu moins pertinentes, parce que là, la mixité sociale pourrait être vécue différemment. Si la mixité sociale ne fait pas des prix augmenter, là, on parle d'autre chose, tu vois, c'est quelque chose de vachement différent.